Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour notre traditionnelle conférence de presse de début d'année, avec pour objectif de faire le point sur l'année écoulée et puis de viser aussi un petit peu la prospective pour 2026. Donc tout d'abord, permettez-moi de vous présenter au nom de la FNAIM tous mes vœux, tous nos vœux pour cette nouvelle année, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet des chiffres et de notre PowerPoint, faisons un petit focus sur la situation actuelle que nous vivons en France et avec, je dirais, des facteurs favorables pour les marchés de l'immobilier, mais également des freins et des facteurs défavorables. Donc tout d'abord, les taux de crédit, c'est plutôt favorable puisqu'ils se sont abaissés jusqu'à présent pour se stabiliser. On le verra un peu plus précisément aux alentours de 3,2, 3,3%. Et on nous annonce par contre possiblement des hausses sur l'avenir. Mais enfin, ça reste pour l'instant quand même un facteur plutôt favorable par rapport aux années précédentes. La hausse des prix qui est plutôt modérée, donc qui est guère plus élevée que l'inflation, ce qui fait que finalement, ça resolvabilise à l'aide aussi des taux de crédit, les ménages pour des acquisitions. La stabilisation de l'inflation aussi, puisque les énormes hausses qu'on avait eues sur tout ce qui est coût de l'énergie, alimentaire, etc., c'est plutôt en repli avec une maîtrise de l'inflation, ce qui d'une manière générale resolvabilise également les citoyens. Ensuite, on a l'épargne des ménages qui est également toujours en hausse. Alors, après, il faut savoir à un moment donné dépenser, mais ça veut dire que pour faire un projet immobilier, on peut avoir et disposer bien souvent d'un apport. Et ça, c'est plutôt un signe positif également pour l'immobilier. Les volumes de vente sont ressentis, et on le verra plus précisément, sont en hausse en 2025 par rapport à 2024, qui était une année au plus bas depuis de nombreuses années. On verra les détails de graphique. Et ça, c'est aussi un facteur plutôt positif avec l'espoir de ce marché qui a repris des couleurs en 2025, mais que ça perdure en 2026, même si la situation reste malgré tout fragile. Et les prix seront, à mon sens, en légère hausse en 2026, donc ce qui permet encore d'être optimiste pour l'avenir et pour pouvoir créer un projet immobilier. Après, on a évidemment aussi des facteurs défavorables. Il ne faut pas les négliger. Alors, on le sait bien tous, et on ne sait encore pas s'il y aura un gouvernement ce soir, même si on dit qu'il y a peu de chances que les motions de censure ne soient validées. Mais enfin voilà, l'instabilité politique, ça devient un sujet un petit peu redondant depuis un certain nombre de mois, voire d'années, malheureusement. Et ça, c'est pas un facteur favorable généralement, évidemment, pour des projets immobiliers. Avec les échéances électorales, donc les municipales au mois de mars, avec bien souvent des projets qui restent un petit peu en attente ou avec des timidités de certains maires dans ces périodes-là. Et puis les présidentielles qui se profileront finalement assez rapidement l'année prochaine. Une faible croissance dans le pays, malgré tout, avec un chômage qui n'est pas maîtrisé, et même un rebond du chômage. Donc ça, c'est quand même aussi des facteurs plutôt un petit peu inquiétants. La crise de la dette sur notre pays, on le sait, on ne va pas revenir en détail dessus. La production de logements neufs qui est en berne et pour de nombreuses raisons. Mais cela, évidemment, a un impact sur l'offre et vient encore contracter l'offre de logement. Et spécifiquement sur nos territoires qui sont tendus, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des difficultés à trouver un logement. Plus de dispositifs d'incitation fiscale à l'acquisition dans le neuf depuis la fin du Pinel et forcément à ce moment-là un retrait de l'offre locative sur des logements neufs à venir. Je dirais le pire pratiquement est à venir, puisqu'on dit souvent que la crise du logement, si vous voulez, la crise de l'immobilier est derrière nous, puisque finalement on est sur un rebond, mais pour nous, la crise du logement est encore devant nous, puisqu'on va avoir un assèchement encore plus important de l'offre de logement, à notre sens, dans les mois et les années à venir, hélas.
Ensuite, il y a aussi un facteur négatif, c'est la hausse de la taxe foncière qui vient impacter la rentabilité des bailleurs. Faut voir que l'investissement locatif, c'est un investissement qui plaît aux Français, investir dans la pierre, mais qui n'est pas extrêmement rentable, il faut bien le reconnaître, mais qui a l'avantage d'être vu comme sûr. Par contre, si chaque année, il y a des choses en plus, des taxes, des coûts de rabot, des augmentations à droite ou à gauche, eh bien, ça peut aussi pénaliser la motivation dans l'investissement locatif et à ce moment-là, arriver à la conclusion d'un assèchement de l'offre. Et au final, c'est quand même les ménages et les citoyens de notre pays qui sont principalement impactés. Après, il y a également la menace de l'encadrement des loyers, puisque même s'ils existent dans certaines grosses agglomérations, il y a des observatoires dans d'autres. Et nous, on considère que ce ne sont pas de bonnes mesures que de faire des encadrements de loyers, puisque ça a pour conséquence, en réalité, de faire fuir les investisseurs alors qu'on en a besoin et que, en plus, dans les zones tendues, il y en a beaucoup en France et ça représente près de 50% des logements en France, puisque c'est dans les grandes agglomérations où les prix sont les plus élevés qu'il y a déjà les plafonnements de loyer, c'est-à-dire que depuis la loi SRU, vous ne pouvez pas augmenter un loyer quand un bail est laissé par un locataire, le suivant reprend et il n'y a que l'IRL, donc l'indice des revenus locatifs, qui vient impacter le prix, mais on n'a pas le droit d'augmenter, sauf sur des conditions très spécifiques, comme par exemple des travaux de rénovation et autres lourds qui permettent des déplafonnements, mais je ne veux pas rentrer trop dans la technique maintenant. Donc en fait, il y a déjà ces mesures, et par contre, politiquement, de dire les loyers sont encadrés, même si quelquefois les plafonds sont assez hauts et peuvent permettre effectivement d'avoir quand même des rentabilités, ça vient faire peur aux investisseurs qui vont se dire non, on va fuir l'immobilier et on va choisir d'autres moyens de placer notre argent. Donc nous, on trouve que ce ne sont pas des bons moyens qui ont tendance, encore une fois, à assécher l'offre sur notre pays. Après, il y a évidemment aussi le stop and go de MaPrimeRénov', puisque avec tous ces problèmes d'instabilité politique, eh bien, ça c'est des mauvais signaux, puisque la rénovation énergétique, et vous verrez qu'on aura un focus tout à l'heure sur ce thème qui nous est cher et qui est très très important, eh bien, c'est évidemment pas bon. Les coûts de rénovation énergétique également sont difficiles dans des copropriétés et toujours pour l'investissement. Bien pour certains, ça peut leur faire peur. Et il y a également, d'une manière générale, le poids des normes. Donc là, on en revient toujours aussi à la loi climat et résilience, notamment, mais pas que. Donc voilà, effectivement, on a beaucoup de cas positifs et de facteurs, je les ai traités plutôt au départ, malgré tout, qui nous conduisent à être optimistes, surtout sur nos territoires en plus qui sont quand même dynamiques, bien entendu. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de freins et que on espère, comme tout le monde en fait, des signaux forts de nos pouvoirs publics, une politique du logement véritablement soutenue avec des mesures impactantes. Et aujourd'hui, force est de constater que ça n'est pas le cas, que le statut du bailleur privé qui est porté et qui est toujours en fait en réalité dans les tuyaux. Là, il y a eu un vote pour l'acter. Mais j'ai lu qu'il y a encore des doutes sur la possibilité de l'appliquer et qu'il ne soit pas retoqué par le Conseil constitutionnel parce que la loi prévoit qu'elle soit rétroactive au 1er janvier et puis que normalement ça ne va pas être le cas. Enfin bref, donc on est toujours dans des circonvolutions, je dirais un petit peu des pouvoirs publics, mais qu'au final, concrètement, ce statut du bailleur privé, je le rappelle, qui a pour but l'amortissement pour l'investisseur d'un pourcentage, si vous voulez, de son acquisition. Donc, il est prévu 4% pour le neuf et 3,5% dans l'ancien, mais conditionné à des travaux. Donc aussi des travaux représentant 20% du montant de l'acquisition, si je ne m'abuse. Donc c'est quand même des gros montants. C'est pour voilà. Donc c'est pas forcément facile de l'appliquer. Et on aurait voulu quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus incitatif, et on reste malgré tout pour l'instant encore sur notre fin. Voilà, donc après ces propos, alors on verra après en détail si vous voulez que le marché s'est plutôt bien comporté malgré tout sur 2025, et je vous invite maintenant à rentrer dans le vif du sujet sur notre traditionnelle présentation, en commençant par les chiffres clés de l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc.
et donc le nombre de logements vendus sur nos territoires, mis en perspective avec les logements vendus sur la France entière, donc de novembre 2024 à octobre 2025, 929 000 logements vendus France entière, et en Savoie-Mont-Blanc, vous voyez le camembert, c'est 30 568, et la répartition entre les 3 départements. Donc c'est une hausse et d'environ 11%, qui appelle quand même à un optimisme, bien entendu. On voit bien par rapport à les 10 dernières années qu'on revient sur le volume de 2023, mais qui était un volume nettement en baisse par rapport au pic 2021-2022. C'est aussi comparable au volume de 2018-2017. C'est mieux que 2024, mais vous voyez qu'on est quand même encore loin des records qu'on a pu connaître post-Covid. Le marché donc de la transaction, après plus en détail avec nos bassins d'activité que l'on vous propose, enfin nos départements dans un premier temps, puis après on parlera des bassins. Les hausses, vous voyez, un peu plus de dynamisme sur le département de la Haute-Savoie, 12,2% d'évolution, toujours sur le nombre de ventes. C'est un petit peu en dessous de 10% en Savoie et dans l'Ain, mais quand on se met en perspective par rapport à la région, on est plutôt au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on est dans les clous avec la France d'une manière générale. Ensuite, ça c'est l'évolution des prix, donc qui est très intéressante. Là c'est des évolutions donc c'est du 1er janvier, c'est sur 12 mois glissants au 1er janvier 2026. Donc c'est vraiment des chiffres tout frais qui sont produits par donc l'AFNAIM, notre laboratoire économique du logement, le label. Et on peut constater que, vous voyez, depuis 2 ans, je parlais tout à l'heure d'une inflation stabilisée et des prix qui sont corrélés à l'inflation, eh bien, c'est le cas. Donc ça, c'est plutôt positif pour faire des acquisitions avec des taux dont il faut profiter parce qu'ils risquent peut-être de remonter en 2027 et en 2026, il faut vraiment se lancer dans les projets. Donc on voit que depuis 5 ans, il y avait effectivement, parce qu'on retrouve là dans les 5 ans les périodes de forte hausse post-Covid, et puis depuis 10 ans, quand on voit les 10 dernières années glisser, on voit bien que nos départements sont tous en plus forte hausse que France entière ou même que la région. Ce tableau qu'on aime bien vous présenter, qui est le top 20 par commune de notre territoire d'activité. Sans surprise, évidemment, Annecy, surtout que maintenant Annecy est regroupée sur les 44 communes, donc c'est pour ça que Annecy caracole. Sans surprise. Ensuite, on peut dire qu'Annemasse sort du top 5. De pas beaucoup finalement, puisqu'il y a une 60aine de ventes de moins que Bourg-en-Bresse, et puis après on voit bien que c'est nettement une marche en dessous quand on voit Chamonix qui a 349 ventes sur les 12 derniers mois glissés, donc ça c'est de octobre à novembre. Donc on voit bien que les prix sont importants. Annecy est une des villes les plus chères de France après Paris, si vous voulez. Alors si on regarde certaines, évidemment, hors station de ski, hors petites communes très spécifiques du sud de la Côte d'Azur, tous les endroits privilégiés où les prix peuvent être bien plus élevés, évidemment, même de la côte ouest et autres. Mais quand on parle vraiment d'agglomérations importantes et qu'on prend les 80 villes les plus importantes en France, là c'est pas une stat qu'on a voulu mettre en perspective parce qu'on nous on se focalise sur nos territoires, mais moi je connais ces chiffres-là. Vous avez Paris et Annecy est derrière, donc c'est quand même, ça s'invente pas. Ensuite, on a donc le prix de vente moyen des appartements. On aime bien vous présenter par bassin de vie, puisque c'est beaucoup plus parlant que de se focaliser sur des communes. Donc voilà, on vous laissera analyser. Je ne vais pas faire une litanie de chiffres, bien sûr, avec des prix qui sont en légère hausse par rapport à l'année dernière, mais c'est proche d'une stabilité. Les maisons, où là, on n'est pas sur des prix au mètre carré, mais sur des paniers moyens, on va dire. Donc ça inclut toutes les maisons mitoyennes, les maisons à rénover. Et c'est des sources de prix au 31/12/2025. Donc ça permet de se faire une idée, et encore une fois, c'est les grands bassins. Donc il ne faut pas imaginer qu'à Annecy-le-Vieux, on trouvera une maison ou à Verrier à 549 000 €.
hélas. Donc ensuite, les taux de crédit sont restés stables en 2025, je vous en parlais tout à l'heure, hein, donc ça c'est plutôt bien. C'est vrai qu'on était sur des pics de crédit qui étaient à plus de 4% hein, fin 2023, ça a baissé après en 2024, et puis là on est sur une stabilité en 2025. Et on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, les Français empruntent moins cher que l'État, hein, puisqu'on vous a mis une courbe avec les taux obligataires, hein, que l'on voit là en pointillé en rouge, et avec notamment la crise de la dette et le renchérissement de l'emprunt pour l'État. Eh bien, aujourd'hui, donc c'est pas déconnant, et il y a des chances aussi que peut-être ça remonte un petit peu. Donc encore une fois, profitons-en en 2026. Ensuite, on passe au marché de la location, qui est très important aussi pour toutes les activités de nos entreprises, hein, puisqu'on exerce aussi beaucoup ce métier de gestion locative à travers nos adhérents FNAIM sur nos 3 départements, avec les loyers moyens au mètre carré, avec des chiffres arrêtés au 3e trimestre 2025. Et on peut voir que on a une hausse en Haute-Savoie, sans surprise, et c'est là aussi qu'il y a le plus de vacances, vous voyez. Et on voit bien que c'est corrélé. Et dans l'Ain, il y a une vacance qui est un peu plus importante, qui n'est pas énorme hein, par rapport à d'autres parties de la France, mais avec des prix qui sont même en très très légère baisse. Et la Savoie reste un peu entre les deux. Ensuite, le marché locatif par bassin de vie, hein, donc on met surtout des indicateurs, soit de stabilité, soit d'augmentation. Après, on a évidemment les chiffres, mais c'est de toute façon pas des variations importantes, hein, forcément, hein, puisque c'est toujours une stabilité par nature au niveau de la location, puisqu'il y a l'IRL, comme je disais tout à l'heure, l'indice des loyers. Hein. Ensuite, voilà, donc vous pourrez regarder, évidemment, sans surprise, on a le bassin d'Annecy hein, qui est en tête, hein, mais suivi de près par le Léman. Voilà, le marché locatif par commune. Donc ça, c'est un tableau qu'on vous met cette année. On a pris 3 communes de l'Ain, 3 de la Savoie, il y en a 5 en Haute-Savoie. Hein, on voit bien qu'il y a du vert partout, donc c'est quand même des augmentations. Moins de 1% sur Chambéry et Annecy, malgré tout, parce que c'est vrai qu'on atteint peut-être à un moment donné aussi un petit peu des plafonds. Mais c'est la conséquence, d'une manière générale, d'une pénurie de toute façon de l'offre hein, que je présentais tout à l'heure en propos introductifs. Vous pourrez analyser après en détail. Saint-Julien-en-Genevois, évidemment, hein, tout proche de Genève, très prisé des frontaliers. 18,4 € le mètre carré. Hein. Donc là, c'est effectivement très cher. Ensuite, on peut passer au marché de la montagne et je donne la parole à Bérangère qui est spécialiste, pas que de la montagne d'ailleurs, mais qui connaît très bien ce domaine également. Oui, tout à fait. Écoutez, peut-être un petit préambule sur comment vit la montagne. Elle vit bien en ce moment hein, et ça fait plusieurs années. Globalement, on a une grande appétence de nos clients touristes et sur les différentes stations, que ce soit en Savoie comme en Haute-Savoie. On peut noter que les stations Grand Domaine tirent leur épingle du jeu largement. Assez facilement comprendre que les personnes qui sont intéressées par le marché de la montagne, c'est parce qu'elles souhaitent venir faire du ski et donc se rapprochent de plus en plus des stations où il y a de la neige ou des stations villages qui sont raccrochées au Grand Domaine. Voilà, donc petit préambule aussi par rapport aux prix qu'on vous annonce pour que bien les comprendre, puisqu'il y a souvent des discussions sur les prix moyens que l'on annonce sur nos stations. On observe avec Label effectivement le prix moyen des appartements qui sont vendus. Donc c'est vraiment les ventes qui sont faites en station. On élimine effectivement dans nos observations et nos analyses le neuf et les chalets. Et donc, ce qui peut expliquer qu'il y ait un ressenti de prix moyen beaucoup plus élevé dans certaines stations par rapport au prix que l'on annonce. Mais ce ressenti est simplement lié qu'on a les principaux chalets qui sont là où il y a les transactions dont les prix sont stratosphériques et dont on ne parle pas forcément globalement, ne sont pas intégrés. Et c'est important pour nous aussi puisque sinon, ça dénaturerait la moyenne des prix en tant que telle.
Donc, sans grande surprise, vous voyez Val d'Isère, Courchevel, Méribel. Je crois que c'est le top 3 tous les ans. Je pourrais préciser aussi que Courchevel devrait être devant Val d'Isère en vrai pour la partie de la station qui porte vraiment la partie très luxe. Voilà, donc un marché qui est dynamique avec un volume de vente qui continue d'être important, malgré le fait qu'on est effectivement en classement DPE EFG, parce que sur nos stations, c'est un peu la particularité. Des négociations qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais on se rend compte que c'est pas le cœur du sujet, la classification du DPE pour les clients globalement, mais c'est plutôt de pouvoir trouver un pied-à-terre à la montagne pour y passer ses vacances. Donc je vous laisse les éléments. Donc on a repris, comme depuis quelques conférences de presse, le détail pour la Savoie et pour la Haute-Savoie. Je vous ai dit pour la Savoie, Val d'Isère, Courchevel, Méribel, qui sont de toute façon dans le top 3, puisque les stations de Tarentaise et des Trois-Vallées sont dynamiques. Et côté effectivement Haute-Savoie, Chamonix, Megève, la Clusaz, Avoria. Je mettrai l'Avoria parce qu'effectivement ils sont aussi très dynamiques sur ces éléments-là. Voilà. Marché de l'immobilier de tourisme, on a une saison comme on les a depuis quelques années qui est plutôt dynamique. La saison à venir est très bien engagée. On est encore sur une saison où les calendriers, puisque c'est pas que les nôtres, les calendriers des vacances scolaires, des vacances des Européens, des Français est plutôt favorable. On continue de commencer à voir, alors on l'observera probablement plus à la fin de la saison, une clientèle internationale, parfois américaine, notamment américaine du Sud, qui vient dans certaines de nos stations. Ça, on l'observera plutôt à la fin de la saison, pour voir si ça se reproduit par rapport à ce qu'on a pu observer l'année dernière. Et on a aussi le retour de notre clientèle hollandaise qui avait ces dernières années déserté un peu et qui revient sur nos différentes stations. Les prévisions des nuitées réservées à date, donc ça ne veut pas dire qu'on va faire 6% de croissance par rapport à la fin de la saison, mais c'est bien qu'à date, on avance de 6% par rapport au nombre de réservations à la même période l'année dernière. Sans trop de surprise, on a 2 semaines qui généralement sont pas les meilleures. C'est la première semaine des vacances scolaires qui est notre semaine à nous aujourd'hui. Donc c'est la semaine où il faut partir au ski si vous avez envie d'y aller, puisque effectivement c'est le moment où les prix seront les moins chers. Et puis la dernière semaine, la semaine 10 aussi, qui est une semaine un peu tendue sur le nombre de remplissages. Et on a observé aussi que toutes les stations qui sont grand domaine voient un taux de remplissage quasiment 100%. Dans le nombre de nuitées, dès lors qu'on est sur les vacances scolaires de France notamment. Sur l'évolution de l'offre et de l'activité, vous voyez que vous avez en violet le secteur pro et en vert le secteur particulier. Le secteur particulier tend à se stabiliser ces dernières années, comme le secteur pro un petit peu, mais pour une bonne et simple raison, c'est que gérer son propre appartement en location touristique à la montagne, c'est quand même compliqué. Parce qu'il faut trouver des sociétés de ménage, il faut trouver des remises de clés, et globalement, c'est pas si facile que ça quand on est à distance et quand il faut monter en station avec des arrivées de clients qui peuvent parfois arriver pendant la nuit. Voilà. Valeur et évolution des prix, on voit bien que effectivement globalement l'indice des prix est par rapport à l'indice des prix de la consommation. Donc on voit le tarif moyen d'une semaine en résidence tourisme, on est à plus 37%. Les forfaits de ski sont montés à 33%. Et et le prix immobilier dans l'ancien, dans notre panel, qui est à 41%. Donc on voit bien que c'est un secteur qui est dynamique et qui a une forte tendance à voir ses prix augmenter, mais aussi parce que l'ensemble effectivement des prestations et des services de la montagne coûte cher. Voilà, une fréquentation en pleine ascension. Je crois que les chiffres, plus 8% sur les grands domaines, plus 15% sur le charme. Ça dit un petit peu l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est bien les stations de charme qui sont rattachées aux grands domaines qui tendent à avoir un taux de fréquentation très élevé. Parce que très clairement, en fait, on s'aperçoit que le nombre de jours de ski a tendance à diminuer. Par contre, on a de plus en plus de personnes qui viennent profiter de quelques jours à la montagne. Voilà, donc une saison qui 2025-2026 qui est très bien qui est déjà engagée. Quand je vais dans mes agences, ils me disent il reste plus que
X samedis, puisqu'il compte en nombre de samedis d'arrivée évidemment, et qui devrait laisser un point peut-être que je préciserai qu'on n'a pas, c'est que ce qu'on observe, c'est aussi un report du mois de mars sur le mois de janvier, puisque le mois de janvier il est quasiment terminé aujourd'hui, et on se rend compte qu'aujourd'hui on a de plus en plus, au mois de janvier on avait principalement des groupes précédemment, et aujourd'hui on a aussi une clientèle individuelle qui est très importante, parce que finalement ils déplacent leurs vacances de mars sur le mois de janvier pour trois raisons principales. Une raison qui va tendre à diminuer, c'est que pour l'instant les prix étaient un peu moins chers au mois de janvier, mais bon, vous connaissez la tarification dynamique, donc quand des observatoires, en tout cas quand des tours opérateurs observent que ça peut se réserver plus, les prix vont augmenter, mais en tout cas il y a ce cas-là. Une deuxième raison qui est effectivement que même si c'est pas tout à fait avéré, les gens ont l'impression quand même qu'ils ont plus de chances d'avoir de la neige au mois de janvier, et effectivement le réchauffement climatique apporte des températures un peu plus clémentes au mois de janvier. Quand on venait skier au mois de janvier, on skiait à -20. Aujourd'hui, on est presque dans des températures positives. Donc, ce qui peut faire qu'on a aussi cette clientèle-là qui vient sur le mois de janvier. Et par rapport à la saison dernière, aujourd'hui, on observe des vacances de printemps, en tout cas sur la première partie des vacances de printemps, plutôt dynamique en termes de réservation, ce qui montre qu'on a une clientèle qui vient profiter de la montagne au début des vacances de printemps. Voilà. Merci Bérangère. Donc on va passer maintenant à notre enquête sur la rénovation énergétique et je donne la parole à Raphaël de Bernardi, qui a mené un sondage auprès de nos adhérents pour justement vous présenter un petit peu aussi une facette de ce que font les... On va pouvoir vous expliquer un petit peu nos travaux. Alors cette enquête, elle a aussi pour but de mettre en avant le métier de syndic, qui est parfois décrié. Dans la Chambre, il y a 70 adhérents qui exercent ce métier. Ces 70 adhérents... Dans la Chambre, il y a 70 adhérents qui exercent ce métier. Ces 70 adhérents représentent à peu près presque 53 000 logements ou appartements sur nos territoires. Alors, si on va vraiment dans le détail, aujourd'hui, en phase travaux, c'est quand même un début, puisque la loi climat et résilience, elle est de 2021, et puis il faut lancer des dossiers, il y a des études, ça se fait pas en quelques mois, c'est plutôt 2 à 3 ans de travail préalable avant de pouvoir lancer une rénovation énergétique. Aujourd'hui, auprès de nos adhérents, on a 23 rénovations énergétiques en phase travaux, c'est-à-dire qu'il y a les grues, il y a les échafaudages, ça travaille sur les chantiers terminés. Et puis on a quand même en phase d'études autant de rénovations, puisqu'on en a 68. Et je pense que ça va aller crescendo aussi dans les années à venir. Voilà. On vous a fait un petit focus sur les budgets. Alors, je ne sais pas si Louis, tu veux parler des budgets ? Oui, écoutez, on va reprendre sur les budgets. Effectivement, en fonction de la taille des copropriétés, du nombre de lots principaux, éventuellement des communes, on peut avoir des prix qui sont très variables. On vous a donné un petit peu la tendance. Donc 5% des rénovations ont un budget entre 100 000 et 500 000 euros. La majorité, vous l'avez remarqué, 47% entre 500 000 et 1 million. Donc on est vraiment sur des investissements majeurs, lourds dans la vie de la copropriété pour les copropriétaires. 32% également une belle part entre 1 million et 1,5 million et 16% supérieur à 1,5 million. On se rend compte que 80% finalement des rénovations, on est entre 500 000 et 1,5 million. On a là nos 20-80. C'est ça, tout à fait. On se rend compte que 80% finalement des rénovations, on est entre 500 000. C'est des gros budgets, oui. Et on le verra après. Voilà, typologie de travaux, parce que ça c'est important. Oui, on a fait une étude aussi sur la typologie des travaux réalisés. Alors, ce qui ressort, c'est 4 types de travaux plus importants. L'isolation des façades, qui est couplée aussi avec la réfection des toitures, parce qu'on isole aussi les toitures. Dans 60% des cas, les toitures ne sont pas toujours rénovées. Le deuxième poste qui est quasiment systématique, c'est les ventilations mécaniques contrôlées qui sont rénovées ou mises en place dans des anciens immeubles pour lesquels il n'y en avait pas, où on était en ventilation naturelle. Et puis, dans 25% des cas, on a des changements de système de chauffage ou réfection de chaufferie. Voilà. Et puis le dernier poste, qui est un poste, on va dire, pour nous, qui est privatif, c'est-à-dire que c'est pas englobé, c'est chaque propriétaire qui paye sa partie privative, c'est le changement des fenêtres des logements. En fait, on travaille sur l'enveloppe et sur l'intérieur avec les VMC.
Voilà les 4 postes de travaux qui sont réalisés et qui permettent d'atteindre des gains d'économie d'énergie. Et ces gains, au-delà d'un certain pourcentage, 35%, permettent de déclencher des aides publiques. Voilà. Quand vous voyez les montants, par logement notamment, et quand on est en assemblée générale, on voit qu'il y a quand même quelques freins. Alors là, on vous a mis 3 freins. Je ne sais pas si Louis, tu veux nous... Oui, on va commenter effectivement le coût des travaux engagés. Alors effectivement, on n'en parle pas, il y a des aides, mais les aides, elles sont débloquées, elles sont versées à la fin des travaux. Et souvent entre 6 et 9 mois avant la fin des travaux. Donc que vous ayez un prêt ou que vous financiez de manière autonome, et c'est vous le banquier. Enfin, les copropriétaires sont les banquiers, ils avancent l'argent. Ça, c'est déjà un gros frein, puisque les quotes-parts, on le voit, 25 000, 30 000, 40 000 suivant la taille des logements. Donc, un réel investissement, notamment dans nos régions où les prix, vous l'avez vu, sont déjà élevés. Des primo-excédents qui, peut-être, sont déjà un peu dans le rouge et qui se voient un peu tomber une rénovation énergétique sur le coin de la figure. Ça peut être un frein ou des personnes, des anciens, des personnes âgées qui ne peuvent pas emprunter. Effectivement, le coût des travaux engagés est un frein quasi systématique. Le financement. Effectivement, on a des solutions de prêts. Aujourd'hui, vous avez les prêts à taux zéro, les coprocents qui sont des prêts à la consommation. Alors, facilité de mise en place, tout le monde n'est pas éligible et ce n'est pas sur 100% du financement. Le prêt à taux zéro notamment, qui va être mis en place sur la part qui fait du gain de l'énergie, c'est-à-dire l'échafaudage, il n'y a pas de prêt à taux zéro, la peinture, il n'y a pas de prêt à taux zéro, et tous les travaux qui en eux-mêmes intrinsèquement ne vont pas aller générer des économies d'énergie ne seront pas finançables par ces biais-là. Et le troisième frein, enfin il y en a d'autres, mais les 3 principaux, le troisième, c'est l'incertitude des primes. Vous le disiez en introduction, aujourd'hui le guichet de la prime Rénov' a été fermé au 1er janvier. On n'a pas de certitude sur 2026 au vu du contexte politique. Et on a des copropriétés qui sont en projet, des dossiers qui sont montés, mais qui ne sont pas notifiés depuis plus de 6-7 mois. Manque de budget, on a dépassé les budgets, surtout dans nos régions qui sont très dynamiques en matière de rénovation énergétique. Ça, c'est un frein, puisque ça va amener à des décalages de chantier, des décalages avec les entreprises, donc nécessairement des revalorisations des devis dans certains cas, si on change d'année. Tout ça sont des freins, en effet, à la mise en œuvre de ces rénovations. Des devis dans certains cas, si on change d'année. Tout ça sont des freins, en effet, à la mise en œuvre de ces rénovations qui partent d'un bon sentiment à la base, à savoir l'amélioration du confort et les économies énergétiques. Merci, oui. Donc on peut vous annoncer que les syndics, et notamment FNAIM, bien sûr, mais tous les syndics, on est des acteurs incontournables de la rénovation énergétique et que, évidemment, que cette loi climat et résilience, pour l'appliquer, alors il y a plein d'acteurs qui doivent agir, mais le syndic a un rôle pivot, central, dans également la conduite des projets, puisque c'est un chef d'orchestre, c'est le coordinateur finalement de toutes les parties prenantes, allant des copropriétaires évidemment, mais également les financeurs, les AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, les études de maîtrise d'œuvre, les diagnostiqueurs, les financeurs, etc. Donc en fait c'est très compliqué et on voit bien que ce métier est de plus en plus compliqué. D'ailleurs nous on a à cœur de former nos adhérents et leurs collaborateurs régulièrement, et notamment sur ces thèmes très importants, grâce notamment à des formations que l'on dispense, soit à notre chambre FNAIM à Métessy, soit à l'occasion des universités de la formation qu'on fait une fois par an, et ça sera cette année les 23 et 24 avril, avec le concours de l'École supérieure de l'immobilier, qui est l'école fondée par la FNAIM et l'ESI, et qui dispense un panel de formation initiale à Paris, ou alors continue à l'attention, formation continue à l'attention des professionnels en région, et y compris en visio maintenant, bien entendu. Voilà, donc après on peut parler de la classe de performance énergétique de la région, hein. Évidemment que c'est un graphique que vous connaissez, mais ça nous permet de vous parler du DPE, puisque vous savez que depuis le 1er janvier 2026, il y a une mesure
sur l'électricité qui change. Donc on attend de voir avec un certain recul, mais il faut attendre maintenant que les choses se fassent et puis qu'on puisse analyser ça et faire des bilans, je dirais, d'ici 1 an. Mais c'est important de savoir qu'il y a ça qui a changé. Déjà en 2024, il y avait la notion de surface qui changeait pour les plus petits logements, pour revaloriser justement et corriger. Et l'intérêt, c'est quand même de faire sortir des logements de l'indécence qui est G, puisque maintenant on sait que depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G sont considérés comme indécents et où il y a urgence, et là on tire nous sur la sonnette d'alarme en tant que professionnel, c'est que G, il y a déjà quand même un gros contingent de logements, mais le F, il y en a plus que des G, et au 1er janvier 2028, donc autant dire demain, à l'échelle des travaux, comme Raphaël le disait tout à l'heure, les travaux c'est 2-3 ans entre le moment où vous commencez les premières études et le moment où vous faites les travaux, et si c'est des gros chantiers, en tout, c'est même plus long que ça entre les premières études et les réceptions de travaux. Donc évidemment que là, clairement, F, dans 2 ans, s'il y a des gens qui n'ont pas du tout commencé des copropriétés à faire des rénovations ou des privés n'ont pas commencé à faire leurs rénovations privatives quand ils peuvent les faire, eh bien là c'est plus difficile, c'est plus rapide de choisir quand on est privé, mais en copro c'est un temps long parce qu'il y a des assemblées générales, il y a des réflexions et des financements à mettre en œuvre. Donc voilà, après évidemment le DPE collectif est maintenant obligatoire pour toutes les copropriétés, y compris celles qui ont moins de 50 lots. Et ça, depuis le 1er janvier 2026. Et donc les 3 PT, les plans pluriannuels de travaux, sont aussi obligatoires maintenant depuis 1 an dans toutes les copropriétés. Donc c'est souvent le top départ de la réflexion, puisque ça permet de faire un petit peu un bilan de l'ensemble de ce qu'il y a à faire dans une copropriété et de déboucher après sur une phase étude, avant-projet, etc. Puis une phase consultation des entreprises, une phase vote des travaux, et puis après le financement, la réalisation, la réception et la perception des aides qui arrivent effectivement toujours après. Et Louis a bien fait de le faire remarquer, parce que c'est un frein, mais il y a maintenant des possibilités. Il y a des organismes qui vous préfinancent les aides. Donc c'est un coût. Mais ça existe. Moi, je sais qu'on l'a fait dans notre agence. Certains gestionnaires l'ont fait où les gens ne pouvaient pas financer. Donc, on a essayé de lever ce frein en se rapprochant d'un opérateur qui, en fait, ça a un coût comme un prêt en réalité, mais il vous préfinance les aides, quoi. Alors après, les aides, évidemment, il faut qu'elles continuent, qu'elles ne soient pas stoppées, remises en œuvre, etc. Et on appelle évidemment fermement de nos voeux à ce que les pouvoirs publics aillent dans le bon sens et travaillent, je dirais, dans l'intérêt évidemment collectif du pays. Je compléterai juste par rapport à la location touristique, l'interdiction de louer pour les logements en indécence énergétique, c'est 2034. Donc c'est effectivement, alors là il n'y aura pas d'aide en général, c'est de la résidence secondaire ou de la location touristique, mais c'est aussi un élément qui est important et qui va fortement impacter notre paysage et notre activité de syndic en montagne aussi. Merci pour ce complément et merci pour votre attention. Donc cette conférence de presse dans sa phase présentation est terminée, mais on répond volontiers à des questions. Et si certains ou certaines veulent faire également des interviews avec certaines personnes de ce bureau, on peut aussi vous réserver un moment privilégié à la suite. Mais pour l'instant, les questions dans la salle, s'il y en a. Oui. Juste c'était l'une des premières slides sur les volumes de vente par commune dans le département. Vous mentionniez Annemasse qui sortait du top 5. Il y a eu une baisse du volume sur... Alors non, c'est vrai que sort du top 5 parce que on a bien vu sur la slide qu'il y avait 6 communes en fait sur les 3 départements qui étaient nettement au-dessus. Et après, là pour 50 ventes, Annemasse a fait moins que Bourg-en-Bresse. Il n'y a pas une chute? Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu une chute sur Annemasse. Après, en plus, et d'ailleurs j'en parlais avec mes confrères avant la séance, ça serait peut-être bien que dans le futur, d'ailleurs pour que ça soit plus comparable avec Annecy qui maintenant a ses 44 communes, même si on a pris Côte-Postale Annemasse, qu'on a pris Aix-les-Bains, Bourg-en-Bresse, donc en soi c'est juste bien sûr, mais sur les communes vraiment autant que telles. Alors qu'Annemasse, sans prendre toute Annemasse Agglo et les 12 communes de l'Annemasse Agglo, si on prenait Gaillard, Ambilly, Ville-Lagrand, Étrembières
et Vétramontou, donc celles qui sont vraiment limitrophes et qui ont une frontière avec la commune d'Annemasse, ça serait plus parlant, si vous voulez, puisque c'est ça finalement le bassin de vie. Aujourd'hui, les gens disent pas je veux acheter à Annemasse. Il y aurait peut-être des gens qui diraient je veux acheter à Ambilly ou je veux acheter à Vétramontou pour des questions un petit peu de gamme, notamment, et de quartiers plus ou moins prisés, etc. Mais ça reste pour moi quand même le bassin de vie. Enfin, moins qu'un bassin, c'est vraiment la zone de chalandise, pour ainsi dire. Voilà. Mais c'est vrai que sur nos stats, on présente Annemasse, parce qu'autrement, il faut faire aussi ces choses-là comparables pour Chambéry, pour Aix-les-Bains, pour Bourg-en-Bresse. Alors, je pense que c'est aussi ça. Il y a certaines communes, c'est peut-être le cas de Bourg-en-Bresse, qui a moins d'agglo dynamique, vraiment de communes limitrophes autour. Mais pour moi, Bourg-en-Bresse, c'est pas parce que je viens d'Annemasse et que je viens pas de Bourg-en-Bresse, je le dis avec humour, mais clairement, il y a plus de dynamisme à Annemasse qu'à Bourg-en-Bresse. Enfin voilà, mine de rien. Donc si vous voulez, sauf que c'est vrai que sur la slide, Bourg-en-Bresse est 5e. C'est pas une chute, non, c'est pas une chute. C'est pas une chute, et on a connu un dynamisme avec, je dirais, un petit peu comme ailleurs, des pourcentages en hausse en termes de volume de l'ordre de 11%, 10, 12%, enfin suivant les communes un petit peu, mais c'est ce qu'on retrouve un peu sur nos territoires. J'avais une question par rapport au JO 2030 dans les Alpes françaises. Est-ce que vous pensez, notamment en montagne, qu'avec ces JO, les prix pourraient encore grimper en raison des Jeux Olympiques, ou c'est peut-être encore trop tôt pour en parler? Alors, je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler, parce que c'est vrai que les JO, même si pourtant c'est dans 4 ans, donc c'est vrai que c'est vite là, à l'échelle aussi on voit bien comme le temps file, mais cela dit, pour l'instant, je pense que les gens se projettent pas encore quand même dans les JO, mais d'une manière générale, ce type d'événement a plutôt tendance à mettre le projecteur sur les villes hautes, et d'une manière générale, ça a plutôt tendance à les mettre sur le devant de la scène. Et si en plus les JO sont réussis, ou avant les JO, s'il y a pas mal de focus sur ces stations qui seront retenues, mais elles sont nombreuses et c'est quand même très diffus sur le programme des JO 2030, mais il y aura forcément plutôt une tendance à la hausse, à mon sens. Je parle sous le contrôle de Bérangère, mais forcément que c'est plutôt de nature à tirer les prix vers le haut que l'inverse. Mais pour nous, c'est quand même un peu tôt pour en mesurer les effets, et les gens nous disent pas tiens, on voudrait acheter là parce qu'il y aura les JO, il y aura le biathlon à Grand Bornand, ou il y aura ci, ou il y aura là. Bon. On peut retrouver un petit peu de dynamisme sur les communes qui vont accueillir les villages olympiques notamment, qui sont plutôt en général des communes de vallée. Mais c'est vraiment encore, c'est plus une tendance d'observation qu'une réalité. Voilà, c'est plus une perception, qu'une réalité d'observation qu'on peut faire sur le terrain. Sachant qu'en plus, effectivement, il y aura la reconversion des équipements en logements, et pas certaine que tous ces logements-là, on n'est pas dans Paris, donc trouve preneur définitivement sur ces, même si on manque de logements de location à l'année pour nos habitants. D'une manière générale, les acquéreurs potentiels n'anticipent pas énormément les infrastructures nouvelles, les choses qui vont évoluer. Des fois, c'est même plus vu, on pourrait se dire, tiens, il y a de l'anticipation à faire. Si je prends un exemple sur des infrastructures type tramway, nouvelles routes, ou des choses comme ça, c'est plus vu pendant la phase projet, chantier et autres comme négatif, donc non, on ne veut pas aller là parce qu'il y a des nuisances, etc. Même si dans un an, ça sera terminé, et qu'en fait, il y aura moins de bruit, et il y aura une possibilité de transport doux, et il y aura une nouvelle infrastructure, il y aura un nouveau truc. Donc souvent, les acquéreurs ont tendance finalement à attendre que les choses soient terminées pour vraiment d'une, le croire, et puis deux, le vivre vraiment et se projeter. Il n'y a pas tellement d'anticipation pour la plupart des citoyens. Il y a peut-être juste une question sur la rénovation énergétique, l'enquête que vous avez menée. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'il y a un vrai bénéfice financier justement entre les travaux à mener de rénovation, et puis la facture énergétique qui est en effet sans doute plus meilleure, évidemment, on fait raison de moins cher, mais vu les travaux qu'on a menés avant, évidemment, ça va coûter extrêmement cher. Donc est-ce qu'il y a un bénéfice quand même à l'issue? Est-ce qu'on a idée du nombre d'années pour
Ah bah, l'amortissement, il est énorme. L'amortissement, il est très très long. C'est-à-dire que une rénovation énergétique, elle doit se décider pas uniquement dans l'amortissement, si vous voulez, de l'économie d'énergie. Souvent, ce qui nous est présenté dans les études, c'est que l'énergie aura tendance à augmenter. Donc bien souvent, c'est de dire si vous faites une rénovation énergétique maintenant, même si aujourd'hui vous allez gagner tant, peut-être que sur les 20 prochaines années, ça sera finalement plus que ce qu'on peut penser. Donc ils font des simulations, mais globalement, les amortissements, ils sont très importants. Ils sont 20 ans, 25 ans, etc. Et c'est pas tellement pour ça qu'il faut le faire. Premièrement, il y a l'épée de Damoclès de la loi climat et résilience et de l'indécence énergétique pour les bailleurs, qui ne touchent pas, en tout cas aujourd'hui, les propriétaires occupants. Mais il y a aussi, d'une manière générale, la valeur patrimoniale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si vous avez un bien qui est très mal noté, c'est beaucoup plus difficile de le vendre. Si vous voulez vous porter acquéreur et que vous dites, tiens, il est mal noté, mais peut-être que je pourrais le négocier, le payer moins cher, etc. Les banques ne vous financent pas si vous n'avez pas fait le package de travaux dès le projet, si vous voulez, d'acquisition. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'il faut rénover le parc. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que bien souvent, ces projets de rénovation, ils se déclenchent après un besoin de rénovation du bâti lui-même. C'est-à-dire que bien souvent, vous avez un immeuble qui a besoin d'un ravalement de façade. Déjà, je rappelle que la loi impose qu'il y ait une isolation thermique par l'extérieur, sauf s'il y a des dérogations architecturales ou ce genre de choses. Mais sinon, aujourd'hui, c'est plutôt la loi. Vous ne pouvez pas dire, non, moi j'ai un vieil immeuble des années 60, je ne fais pas d'isolation thermique par l'extérieur, alors que techniquement c'est possible, etc. Mais souvent, les gens raisonnent sur le déclenchement. C'est moche, c'est vieux, il y a le béton qui se fissure, qui se craquelle, il y a des risques de chute, il y a des choses comme ça, etc. Et on va faire, et puis du coup, est-ce qu'on fait que l'isolation ? On va faire la toiture, avec les études qui sont faites, on va créer une ventilation naturelle, mécanique contrôlée quand il n'y en a pas, parce qu'il y a des grosses déperditions sur la ventilation, on va faire l'isolation des planchers bas. Après, il y a tout ce travail aussi de gain énergétique pour espérer avoir les 35% de gains énergétiques globaux sur l'immeuble pour déclencher ma prime rénov'. Et c'est plutôt dans ce sens-là, mais finalement, les gens d'ailleurs, dans les assemblées hautes, ne sont pas focalisés sur l'amortissement, si vous voulez, de la quote-part, mais ont quand même bien compris le raisonnement sur la valeur patrimoniale de leurs biens, et puis à monter dans le bon wagon, quoi. Mais pour compléter, votre question, c'était comment on quantifie ? Vous avez un audit énergétique avant les travaux. Donc celui-ci va vous indiquer un pourcentage d'économie d'énergie. L'économie d'énergie, on la prend en compte sur les postes électricité et combustible quand il y en a. Donc après, dès lors que montant des travaux fois économie sur le combustible, vous avez votre taux d'amortissement qui est souvent faible. Et on disait effectivement, il ne faut pas le voir que comme ça. Donc effectivement, économie d'énergie au pourcentage qui avait été très théorique. La réalité, c'est qu'on est proche de la théorie en pratique sur les consommations après rénovation. Il faut le voir aussi comme un confort d'usage. Oui. Ça, c'est très important, puisque les ressentis, les parois froides, le chaud en été, ça aussi, c'est très important. Et la valorisation du patrimoine, puisqu'on s'aperçoit qu'après rénovation énergétique, on peut aller valoriser, augmenter le prix de vente et rembourser quasiment une quote-part de travaux, puisque l'acquéreur va lui se projeter sur des travaux qui vont le laisser un petit peu tranquille pendant les 20-30 prochaines années. Le premier retour de nos clients, c'est le confort de vie au quotidien. Et confort d'usage. C'est indéniable. Et là, on le voit tout de suite, bien sûr. C'est dès les travaux terminés, quoi. Non, clairement. Et c'est quoi l'attitude du coup des copropriétaires, des conseillers syndicaux, des conseillers syndicaux en copro sur leur volonté à rénover les immeubles ? Est-ce qu'il y a une vraie volonté ou c'est toujours une bataille Ça dépend un peu des immeubles, ça dépend des copropriétaires, ça dépend des bassins de vie. Je pense que nous, d'une manière générale, sur nos territoires quand même plutôt privilégiés en termes de pouvoir d'achat, je généralise pas, mais quand même par rapport à d'autres endroits très sinistrés en France, on a plus de facilité à débloquer des projets. Et d'ailleurs, ma prime rénov', nous, les crédits ont été épuisés en Haute-Savoie au bout de 6 mois. Et en fait, ce qui n'est pas bien réparti non plus, c'est qu'ils ciblent des crédits qui sont divisés en nombre de départements, mais il faudrait que ça soit en fonction du potentiel de ces départements
et pas uniquement en fonction de la population qui va être là ou là. Donc il y a des corrections aussi à faire au niveau des pouvoirs publics quoi, qui n'ont, à mon sens, pas complètement cerné la chose. Donc voilà, après, moi je trouve quand même qu'il y a quand même plus de volonté positive que l'inverse, ouais, globalement. Il y a forcément des freins, et puis il faut qu'il y ait des moteurs. C'est-à-dire que dans une copropriété, quand vous avez un conseil syndical qui est moteur, même si vous avez un peu des opposants, finalement ils font pas le poids et puis le projet il passe. Mais c'est sûr que si les gens qui sont moteurs sont anti-rénovation, qui veulent rien faire, etc., c'est compliqué. Du coup, concernant MaPrimeRénov', elle ne concerne maintenant que les gros travaux, parce qu'avant il y avait différents seuils, enfin il y avait différents travaux possibles. Aujourd'hui, c'est que de la rénovation lourde. Alors MaPrimeRénov' CoPro, parce que là on vous parle effectivement de MaPrimeRénov' CoPro, puisqu'on fait un focus sur la rénovation énergétique. Il y a deux volets en fait. Vous pouvez soit faire un gain de 35% sur l'étiquette énergétique qui débloque normalement 30% de subvention, soit il faut avoir 50% sur l'étiquette énergétique et vous pouvez avoir 40 ou 45% de subvention. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à atteindre et bien souvent, il faut vraiment être dans des copropriétés vraiment pas isolées du tout, sans ventilation, avec des vieilles chaufferies au fioul, etc. Si on est dans ces typologies-là de copropriétés, en modernisant le chauffage et en isolant complètement et en créant une ventilation mécanique contrôlée, vous faites plus de 50% de gains sur l'étiquette énergétique. Voilà, donc après ça, c'est les deux volets. Aujourd'hui, la difficulté, c'est les crédits, et puis les délais de traitement, puisqu'il y a des problèmes d'effectifs, ou voilà, tout simplement. Donc c'est quand même un peu dramatique, quoi, parce que on s'aperçoit que finalement, les projets peuvent voir le jour. Mais que les freins ne sont pas forcément, on aurait pu penser que les freins auraient été les copropriétaires en premier lieu qui freineraient des cas de fer, etc. Mais en fait, certains freins proviennent finalement plus du système. Oui. Depuis le 1er janvier, on disait le guichet de MaPrimeRénov' est fermé, c'est-à-dire qu'une copropriété, une copropriété qui souhaite s'inscrire, qui l'aurait voté en décembre, que sais-je, et qui déposerait le dossier aujourd'hui, les simulations ne sont pas faites. Parce que l'été dernier, le guichet pour MaPrimeRénov' CoPro est resté ouvert, on est d'accord. Il a été fermé quelques semaines pendant l'été, rouvert, et là il est fermé depuis le 1er janvier. C'est-à-dire que vous êtes inscrit en liste d'attente, mais les dossiers ne sont pas traités. En fait, les freins sont plutôt du côté de Solia, des financeurs, que des copropriétaires et des syndics. L'été dernier, clairement, il avait fermé les demandes de participation. Je pensais que pour la CoPro, c'était... Oui. Mais il y a des gros délais de traitement et des manques de financement. Nous, dans notre cabinet, on a 5 copropriétés qui ont voté les travaux en 2024, voire début 2025, et qui sont toujours en attente de notification. C'est-à-dire qu'on est obligé de repousser les projets, repousser les prêts, il y a des délais, et c'est très compliqué. Les entreprises qui avaient déjà tout planifié, donc... Il y a des prix qu'il faut garantir. La hausse des coûts, parce que à part payer le matériel, et sur certains projets, bon là on rentre un peu plus dans les détails, c'est peut-être pas le but, mais c'est intéressant bien sûr, nous on est passionnés, mais c'est vrai que vous avez des fois des choix, ça peut être de voter, mais de signer les marchés et d'acheter, en fait de réserver la matière première, ça a été le cas à un moment donné, pour pas se retrouver avec des hausses très importantes et quitte à stocker après dans des entrepôts, des choses comme ça, des entreprises, pour pouvoir après attaquer les travaux. Parce qu'autrement, vous maîtrisez plus les coûts. Et le problème, c'est que il faut revenir devant l'Assemblée générale, revoter des rallonges, etc. Et ça, c'est très impopulaire. Ça, c'est pas possible. Donc, on doit vraiment avoir une fluidité. Et c'est vrai que, je l'ai dit en propos liminaire, les stoppages, l'intérêt n'est plus aussi prégnant. Merci pour toutes ces questions. Je vous propose qu'on enchaîne avec les interviews parce que le temps passe, il est déjà 11h. Et merci beaucoup pour votre participation.